Bon, eh bien, on va pouvoir commencer. Bonjour à tous ceux qui ont rejoint ce webinaire, donc, qui porte sur l'utilisation de la bioimpédance-métrie dans le cadre de la dénutrition. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir la doctoresse Nathalie Jacquelin-Ravel, Bonjour. donc, qui est médecin nutritionniste au centre hospitalier de Lausanne, au centre Beaulieu, c'est ça? Oui, Et, à la clinique La Source, exactement. en- voilà, et dans le service du professeur Michetti. Et ensuite, alors, nous aurons la présentation de Koussaï Fakhrouddin, qui malheureusement, pour un empêchement, ne sera pas là aujourd'hui. Donc, il nous a envoyé sa présentation vidéo que je partagerai. Vous pourrez poser vos questions dans le chat lors des deux présentations, puis on prendra un temps pour répondre à ces questions. Il y a une partie des questions auxquelles on pourra sûrement répondre directement à ce moment-là, mais pour celles qui seront spécifiques à sa présentation, je lui referai passer. Je lui referai passer et comme ça, il pourra vous répondre directement ensuite. Donc, doctoresse, je vais vous laisser partager, puis ça va être à vous. Parfait. Hop. Voilà. C'était tout bon? Tout le monde voit la présentation? Ah, voilà, c'est en train. C'est bon, on C'est voit. bon? OK. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, je suis médecin en nutrition clinique. Je me suis formée à l'hôpital de Genève et puis à l'hôpital de Lausanne. Et puis maintenant, je suis à la clinique La Source à Lausanne, dans un groupe privé. Et puis, je travaille dans le centre de gastroentérologie Beaulieu du professeur Mikiti, qui est un des grands spécialistes de la maladie inflammatoire du tube digestif. Donc j'ai deux activités principales en oncologie, et là ça va être spécifiquement sur l'oncologie, où je prends en soin tous les patients qui ont des cancers qui induisent des dénutritions, au cancer digestif, ORL et autres. Et puis, on doit leur mettre des nutritions artificielles. Et puis, à l'autre côté aussi, des patients qui ont des maladies inflammatoires du tube digestif, maladie de Crohn ou rectocolite ulcéro-hémorragique, et qui peuvent compliquer avec des fistules, des sténoses, et qu'on est aussi obligé de mettre en nutrition artificielle. Et de ce fait-là, je m'occupe aussi des patients qui sont à domicile avec toute la nutrition artificielle, que ce soit la nutrition entérale ou la nutrition parentérale. Et on a un réseau de structures à domicile, d'unités mobiles de nutrition qui nous permettent de suivre nos patients aussi qui sortent de la clinique et qui nécessitent toujours une nutrition artificielle. Donc ma présentation, elle est vraiment sur le patient, donc quelqu'un qui est malade et non sur une population générale. Euh, alors je ne sais pas quelles sont, comme c'est une caméra, je ne sais pas quelles sont vos spécialités différentes, tous ceux qui nous écoutent, qui nous ont rejoints aujourd'hui. Mais en tout cas, le message clé que j'aimerais faire passer au cours de cette présentation, c'est que la dénutrition a un impact majeur pour nos patients, avec notamment les outcomes qu'on étudie, ce sont les complications notamment infectieuses, les durées de séjour, ça ce sont les deux outcomes dans toutes les études que l'on diminue, et puis aussi la réhabilitation. Certaines études montrent effectivement qu'on a un impact jusqu'à 6, 9, voire 12 mois sur la facilité, en tout cas la rapidité de la récupération de nos patients qui ont été, par exemple, aux soins intensifs. Après, la sarcopénie, c'est une définition qui évolue, qui est toujours en train d'évoluer et qui a encore évolué dernièrement, avec des définitions donc qui évoluant, les études doivent être critiques parce que, comme on le verra, au début c'est des études basées sur un poids, puis sur un BMI, puis après très tardivement sur la composition corporelle. Et si on veut faire une recherche en nutrition clinique, il faut qu'on ait effectivement une définition standardisée et validée, reproductible et efficiente pour nous permettre de démontrer que s'occuper d'un patient dénutri est bénéfique au niveau des outcomes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Après, on a une cible calorique, c'est-à-dire que quand on doit nourrir un patient, on doit le nourrir à une cible particulière.
Et puis ensuite, on a une cible protéique qui, elle aussi, évolue en fonction de si on s'adresse à un patient de la population générale, si on s'adresse à un patient dénutri, enfin dénutri selon ses pathologies, parce que on n'en parlera pas ici, mais la cible protéique des patients qui ont une insuffisance rénale est à 0,6 g par kilo. Et justement, tout le challenge est de réduire cette cible protéique sans toucher à la masse maigre sèche. Et c'est pour ça qu'il y a parfois une absence de consensus. Ensuite, on peut utiliser certains nutriments spécifiques pour préserver cette masse musculaire. Et je vous montrerai une étude sur un acide aminé particulier qui est l'HMB, l'hydroxyméthylbutyrate, qui a justement une cible au niveau de son action, au niveau de la masse, de la synthèse musculaire. Et pour finir, on comprendra pourquoi, pour être efficace au niveau d'une renutrition, c'est un concept qui est individualisé. Vous me direz, c'est bien à la mode parce que l'oncologie, on individualise avec les thérapies ciblées, mais nous aussi, on individualise aussi notre façon de traiter notre patient. Et pour ça, on a besoin d'outils comme la calorimétrie indirecte. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est une mesure de la dépense énergétique. Les N-grip, c'est une mesure de la force musculaire, le dynamètre, que je vous montrerai. La bioimpédance pétrie, ça nous permet d'évaluer la masse maigre sèche, la masse musculaire, etc. Je pense que si vous êtes ici, vous êtes bien à même de comprendre les enjeux de la bioimpédance métrie et des marqueurs biologiques comme la préalbumine. Donc, tout ça pour bien insister sur le fait qu'une dénutrition, on ne le voit pas au lit du malade. Et puis, ça demande plusieurs mesures, outils de mesure, non seulement pour dépister, mais aussi pour suivre et puis savoir si nos interventions sont efficaces. Alors, le problème de la dénutrition, c'est qu'on est effectivement dans un cercle vicieux avec, quand on a des patients hospitalisés, ils arrivent dénutris à l'hôpital et malheureusement, les dénutris à l'hôpital durant leur séjour. Et on sait à peu près que 70% de nos patients qui sortent de l'hôpital ont perdu du poids. D'où la nécessité d'organiser à la maison des soins à domicile pour éviter des réadmissions non programmées sur des nutritions. Et c'est le cercle vicieux qui se met en place avec à nouveau une dénutrition qui se majeure à l'hôpital. Ensuite, on a en Suisse, je crois même en France, puisque c'est le Nutrition Day qui est fait par l'ESPEN, on mesure la prise alimentaire de nos patients sur un jour durée d'hospitalisation et on regarde ce qu'ils sont capables de manger. Donc, il y a tous les diététiciens des hôpitaux qui sont mandatés pour aller regarder ce que le patient mange sur une journée d'hospitalisation. Et vous voyez que malheureusement, plus les patients qui ont couvert leur cible protéique sont peu, et ceux qui couvrent leurs besoins, ceux qui n'ont pas couvert leurs besoins, ont un risque de mortalité à l'hôpital qui est beaucoup plus important. Donc, ça veut dire que si un patient ne couvre pas ses besoins à l'hôpital, là, vous voyez 50% ou 25% de prise alimentaire, eh ben, on a une probabilité de mort à l'hôpital qui augmente. Donc, c'est pas un outcome minime puisqu'on parle de mortalité. Et puis là, en abscisse, vous voyez la durée de séjour. Et donc, vous voyez qu'entre mortalité et durée de séjour et couverture des besoins énergétiques, eh bien, il y a une corrélation. Ensuite, pourquoi ça passe pas? Voilà. Après, à domicile, écoutez, c'est la même chose. Il y a un médecin généraliste qui avait publié dans le Lancet en l'an 2000. Il était allé mesurer en fait la teneur des frigidaires des patients âgés de plus de 65 ans. Et puis, il avait regardé en fait le risque d'admission à l'hôpital. Et puis, en fait, vous regardez que quand le frigidaire est vide, effectivement, vous augmentez le pourcentage de risque d'admission hospitalière par rapport à un frigidaire plein. Et ce que je demande souvent aux infirmiers ou aux diététiciens qui passent chez le patient à domicile, c'est, avec la permission du patient bien sûr, c'est d'aller ouvrir le frigidaire. Parce qu'un frein, tout bête, ça peut être que le patient n'arrive tout juste pas à aller faire ses courses. Et effectivement, si vous avez un frigidaire vide, c'est difficile de couvrir ses besoins. Après,
si on regarde un petit peu plus dans les détails, vous voyez que les complications augmentent aussi avec non seulement la perte de poids, mais surtout avec la perte de ce qu'on appelle la lean body mass, donc la masse maigre, qui est tout ce qui est masse non grasse, plus l'os, donc muscles, tendons, peau et tissus conjonctifs. Et donc, vous voyez que plus on perd de lean body mass avec le pourcentage, et plus on a un risque de mortalité. Donc, l'épidémiologie de la sarcopénie a évolué, comme je vous disais. Et puis, parce qu'on a dit, au début, on parlait de sarcopénie des personnes âgées qui physiologiquement perdaient de la masse musculaire. Donc, la définition de la sarcopénie, c'était de la perte de la masse musculaire liée à l'âge. Et puis, on a regardé les outcomes santé. Et puis, effectivement, on voyait qu'il y avait une augmentation de la durée d'hospitalisation, une durée de survie moindre, une morbidité augmentée avec des fractures, des troubles cognitifs liés à cette sarcopénie. Après, a évolué, mais ça, je vous dis, c'est sur une période de 20 ans, puisque là, je vous présente en fait le GLIM, qui est la nouvelle définition de la dénutrition par l'ESPEN. Donc, l'ESPEN, c'est la Société européenne de nutrition clinique et métabolique. Avant, on utilisait, et on utilise toujours, en tout cas nous, pour tout ce qui est hospitalisation, pour avoir les critères de dénutrition et les DRG, on utilise toujours le NRS. Je pense que vous savez ce que c'est, hein, c'est le Nutritional Risk Scoring, qui est uniquement fait en fait sur des pourcentages de poids perdus, évaluation de la prise alimentaire, âge et puis gravité de la maladie. Et à ce score-là, c'est ajouté tout récemment le GLIM. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez apparaître une réduction de masse musculaire dans la définition. Et ça, c'est effectivement une nouveauté dans le fait de mettre la composition corporelle dans la définition de la dénutrition. Ensuite, comme je vous ai expliqué, effectivement, la perte de masse musculaire est une conséquence de la dénutrition chez nos patients malades. Il faut effectivement identifier cette dénutrition. Ensuite, on va l'évaluer et puis ensuite, on va faire un programme pour intervenir sur la dénutrition et pouvoir avoir un cercle vertueux pour notre patient qui soit hospitalisé ou à domicile. Et souvent, il passe de l'un à l'autre puisqu'on s'adresse à une population qui est malade, souvent âgée et dénutrie. La sarcopénie, c'est donc un déficit de masse musculaire et de fonction musculaire. Mon collègue va aussi vous montrer la définition qui a été reprise dans la Société francophone de nutrition clinique, de la SFNCM, où effectivement maintenant, pour qualifier un patient de dénutri, et donc, avec une sarcopénie, parce qu'on a toujours gardé ce terme de sarcopénie qui initialement a été utilisé pour la personne âgée. Certaines publications utilisent la notion de perte musculaire, mais sans utiliser le terme de sarcopénie. Mais on est quand même resté dans cette sarcopénie qui est une baisse de masse musculaire liée à une maladie, et non pas physiologique liée à l'âge. Et dans cette définition, il y a la perte de la masse et de la force. Pour la Société francophone de nutrition clinique et métabolique, pour définir un patient dénutri, il faut non seulement avoir le critère de perte de masse musculaire, mais il faut aussi avoir le critère de fonction musculaire. Ça, je vous montrerai tout à l'heure comment on mesure cette perte de fonction. Et cette sarcopénie, elle est multifactorielle. On peut avoir une résistance anabolique dans un contexte de syndrome inflammatoire qu'on mesure par une CRP, parce que vous comprenez que s'il y a une inflammation, pour faire de la synthèse protéique, ça va être difficile, voire impossible. Et ce que je montre, la métaphore que je dis, c'est qu'effectivement, quand il y a le feu dans la maison, c'est difficile de reconstruire une maison en même temps. Il faut déjà éteindre le feu et ensuite on reconstruit les murs. Après, vous pouvez avoir une réduction du débit sanguin
Si on a une réduction du débit sanguin, on a une réduction de l'apport d'oxygène. Et l'oxygène, c'est quand même notre élément fondamental pour le métabolisme. Ensuite, on parle des dysfonctions mitochondriales et puis une insulinorésistance chez nos patients obèses ou même où il y a un stress inflammatoire. Quand il y a un stress inflammatoire avec une CRP élevée, déjà, on a de l'insulinorésistance et donc des capacités métaboliques perturbées. Et tout ça va alimenter le lit de la mortalité, des maladies métaboliques et de l'infection. Parce que ce qui est très important, c'est qu'un patient dénutri s'infecte. Et c'est pour ça que c'est une de nos cibles particulières dans la dénutrition, c'est d'éviter une infection bactérienne ou virale ou autre chez nos patients dénutris. Donc, l'intérêt de dépister en fait la masse et la fonction musculaire pour permettre de dire si un patient est sarcopénique, c'est-à-dire qu'on va dépister en fait des patients qui auraient pas été identifiés par le simple NRS parce que le poids n'a pas bougé. Parce que la prise alimentaire n'a pas bougé, et le poids n'a pas bougé ou le BMI reste dans les normes plutôt parce que on a une population d'obèses ou alors il y a une expansion du volume hydrique qui fausse l'évaluation du pourcentage de poids perdu. Donc en fait, ça nous permet d'aller chercher des patients qui passent à travers les mailles du filet avec les critères qui étaient définis selon le NRS. Ça nous permet d'individualiser également nos supports nutritionnels et donc de bien différencier. C'est important et ça, je pense que vous êtes tout au fait de ça, que un patient dénutri n'est pas forcément un patient qui perd du poids ou c'est pas juste une simple perte de poids. Donc, la définition, pour ça que je vous mets la définition avec S, c'est-à-dire que la définition initiale, c'était une perte de poids, puis après ça a été une masse musculaire, puis après ça a été une force musculaire. Ensuite, on parle d'une performance physique, c'est-à-dire qu'on va faire lever le patient de sa chaise 5 ou 6 fois en moins de 15 secondes. Et puis après, on a toutes les mesures combinées de ce groupe-là, dont je vous passerai les initiales. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'à travers cette définition, vous voyez qu'on va intervenir sur la nutrition non seulement par l'assiette, mais aussi par l'activité physique pour permettre effectivement une amélioration de la performance physique de nos patients. Quand je dis performance, ça s'adresse pas à des jeunes qui vont à la salle de sport. Je dis des patients âgés qui vont éviter de se chuter et de se fracturer, ou des personnes qui vont pouvoir aller marcher dehors ou avoir une qualité de vie améliorée. Donc, les différentes méthodes d'évaluation, que ce soit la masse, la force et la fonction, vont évoluer effectivement en fonction du temps et des différentes définitions. Pour la force musculaire, c'est le dynamètre que je vais vous montrer tout à l'heure. Vous pouvez aussi, comme je vous disais, faire lever vos patients, 5 levées de chaise en moins de 15 secondes. Ça, c'est dans les définitions de la Société francophone de nutrition clinique. Ça vous permet juste de regarder si votre patient a déjà une atteinte de sa fonction musculaire. Après, vous avez effectivement des fonctions pulmonaires, respiratoires et d'expiration. Parce que quand on a un patient dénutri, il faut comprendre que ça a été très bien démontré chez les patients BPCO. Quand vous regardez le quadriceps de votre patient, vous pouvez imaginer derrière que le diaphragme est aussi mince que le quadriceps. Et puis, chez un patient qui n'a plus le quadriceps, son diaphragme, c'est une feuille de papier, donc il peut plus avoir son muscle respiratoire principal et il va plus pouvoir tousser. Et il va s'encombrer et puis donc des dysfonctions de la fonction respiratoire et des risques de fausses routes. La masse fonctionnelle, on peut donc la masse musculaire, on peut l'évaluer soit par DEXA, soit par CT scan, soit par IRM, soit par bioimpédensmétrie. Graduellement, c'est la faisabilité au lit du patient, c'est la iatrogénie en fonction de l'irradiation, et puis bien sûr c'est le coût. Et ça a été donc démontré que la bioimpédensmétrie est quelque chose de faisable, reproductible et à moindre coût, à condition effectivement d'avoir les appareils validés et puis et surtout les algorithmes validés. Parce que vous avez maintenant effectivement plein de machines dans le commerce qui n'ont pas été validées
soit par la mesure même, à cause de la callosité au niveau des mains et des pieds qui fait qu'il y a une résistance innée, ou soit en fonction de l'algorithme qui est utilisé. Et puis après, vous avez la performance physique qui est mesurée en fonction du time up and go et puis des 400 mètres, etc. La force musculaire, c'est ça. Donc, c'est ce petit outil. Donc, vous serrez la poignée qui est là. Et puis, angle à 90 degrés. Et puis, en fait, vous avez ça. Et puis, on définit en fait un déficit de fonction si votre patient, il n'arrive pas à monter cette petite aiguille. Là, au-delà de 27 pour les hommes et au-delà de 16 pour les femmes. Donc, c'est très vite fait, en 30 secondes, vous faites la force de votre patient, que ça soit au cabinet ou à l'hôpital. Ensuite, on regarde physiologiquement avec l'âge. Et ben effectivement, ça c'est une étude chez des Anglais au cours de leur vie. Et vous voyez la force musculaire chez les hommes ou chez les femmes qui diminue aux fonctions de leur âge. Donc il y a une perte liée à la fonction qui est physiologique en fonction de l'âge. Donc plus vous avez un patient âgé, plus vous allez vous battre contre sa physiologie qui est naturellement de remplacer la masse musculaire par la masse graisseuse, en tout cas de perdre la masse musculaire, d'avoir une composition de masse plus riche en tissu adipeux et d'avoir une moindre fonctionnalité de la masse musculaire. Et du coup, avec l'âge, vous avez les différents problématiques qui vont liées avec l'âge. Et en fonction de ces cut-offs, vous avez là un patient qui va plus chuter, qui va avoir une instabilité à la marche, et puis qui va progressivement avoir une vie sociale moins importante. Et puis surtout, si c'est un patient malade, on va voir, mais il y a des retentissements au niveau des traitements. Donc, la masse musculaire, donc il y a ce qu'on appelle l'anthropométrie avec la masse musculaire appendiculaire. Vous avez la bioimpédancemétrie. Et là aussi, vous voyez dans les différentes études, on confond ce qui est lean body mass, ce qui est fat free mass, ce qui est masse maigre sèche, etc. Et ça, c'est vraiment important de bien qualifier les bons compartiments avec la bonne qualification. Parce que sinon, on peut avoir des études qui sont fausses parce qu'on n'utilise pas tous les mêmes termes. Il y a des termes liés à la bioimpédancemétrie, il y a des termes liés à la DEXA. Puis je vais vous montrer le CT scanner. On fait une coupe en F3 et du coup, comme on a des patients oncologiques qui ont des scanners itératifs, une coupe en L3, on peut très vite la voir et c'est en fait un logiciel qui a été développé par Vicky Baracos au Canada et ça prend 15 minutes de plus et on a la surface musculaire de notre patient au CT scan. Mais bien sûr qu'on va pas faire un scanner à chaque fois qu'on met une masse musculaire et du coup, entre deux, on peut faire une bioimpédancemétrie. Donc, les différentes machines que vous pouvez avoir, donc ça c'est l'ostéodensitométrie pour dépister l'ostéopénie chez nos patients, au col fémoral et au rachis lombaire. Ensuite, vous avez différents appareils, le BioImager que vous connaissez là. Il y a d'autres machines qui existent avec des câbles qui sont effectivement beaucoup plus, qui prennent beaucoup plus de volume. Et puis, ça c'est moi comme j'ai le BioImager, voilà les mesures que vous avez. Et ça, je pense que vous avez déjà vu ça et on regardera plus tard. Et puis, quand vous avez le DEXA, en fait, ça, vous avez 3 compartiments. Le tissu osseux, bien sûr, puisque c'est essentiellement pour ça qu'on fait ça. Vous avez la masse maigre, et puis la masse graisseuse. Et dans tout le tissu non graisseux, quand on va au scanner, ça complexifie votre modèle puisque vous avez tous ces compartiments qui peuvent être spécifiés et notamment la graisse viscérale intramusculaire, sous-cutanée et viscérale puisque vous savez qu'ils n'ont pas le même pronostic notamment cardiovasculaire entre la graisse sous-cutanée et la graisse intraviscérale. Et puis, vous pouvez effectivement aussi avoir une évaluation de votre masse hépatique, masse rénale, de la rate, de la masse tumorale, etc. Donc, plus vous allez dans les outils complexes et plus vous pouvez scinder votre patient en différents compartiments que je vous ai reproduits là.
Et puis là, vous avez effectivement les cut-offs en fonction de l'outil utilisé. Là, c'est l'impédance-métrie avec ces cut-offs-là. Là, c'est le scanner avec ces différents cut-offs. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est l'évolution en fait en fonction de la masse maigre, de la composition corporelle. Ça, c'est un patient jeune en bonne santé, Alcy. Donc, vous avez sa répartition en masse graisseuse, os, eau extracellulaire ou intracellulaire et protéines. Si vous allez chez un patient plus âgé, ben vous remarquez qu'il y a une perte en protéines, une augmentation du tissu graisseux, une diminution du tissu osseux et une augmentation du tissu graisseux. Donc physiologiquement, vous passez de cette population-là, pardon, puisque là on s'adresse à des gens non malades en fonction de l'âge. Et puis quand vous rajoutez par-dessus une maladie comme le cancer, eh ben vous avez encore plus de perte de protéines qui est là. Vous avez une augmentation de la masse graisseuse plus importante et puis vous avez une diminution de la masse graisseuse. Vu sous une autre forme, l'eau intracellulaire, la masse protéique, l'os et la masse graisseuse, avec ce fameux angle de phase. Je ne sais pas si vous êtes tous au fait de ce que représente l'angle de phase, mais en gros, on s'en occupe de plus en plus parce que c'est une mesure purement électrique qui est indépendante des algorithmes. Donc ça, c'est intéressant pour valider nos algorithmes et puis quand on a des mesures qui nous étonnent un peu d'aller regarder l'angle de phase. Et puis, on a démontré en oncologie que dans certains types de cancers, plus l'angle de phase diminuait, moins bonne était la mortalité. Là, je vous montrerai tout à l'heure un des exemples. Et puis, on peut se demander effectivement si ce patient, quand on a une épidémie d'obésité, a la même masse musculaire que ce patient. Ça, c'est des patients des données personnelles. Ça, c'est un patient que j'ai suivi de 2008 à 2009, qui était atteint d'un adénocarcinome du tiers de l'ésophage. Et pourtant, donc vous voyez au début, c'est un patient obèse de 120 kilos. Il a été suivi avec nutrition entérale tout le long de son processus. Il y a une perte de vue à un moment donné où je l'ai récupéré effectivement avec une perte pondérale importante, perte de vue parce qu'il était guéri, mais il a malheureusement récidivé. Et ce qui est important de voir, c'est que tout au long de ce processus, l'angle de phase n'arrête pas de chuter, ce qui confirme effectivement qu'un patient oncologique qui chute son angle de phase, c'est mauvais signe au niveau pronostic. Et puis, en fait, vous voyez que la masse graisseuse, finalement, a peu été impactée dans ce processus, mais c'est surtout la masse maigre sèche qui, au début, était forte, parce que c'est un patient de 120 kilos qui bougeait. Donc, il n'était pas sarcopénique, il avait une excellente masse maigre sèche et une excellente masse protéique. Vous voyez qu'à la fin, il en reste quasi plus avec un angle de phase à 3. Je vous montre la même chose, c'est un autre patient qui, lui, a guéri pendant cette phase de suivi. Vous voyez qu'on arrive à maintenir cette masse protéique tout au long du processus avec une nutrition entérale puisqu'il était un cancer de l'ésophage. Vous voyez qu'en maintenant la cible protéique et calorique du patient chez un patient en rémission au niveau oncologique, vous voyez qu'on arrive à maintenir cet angle de phase et cette masse maigre sèche. Et pourtant, ce patient, le précédent, il était couvert, sauf à la perte de vue où il a perdu, mais malgré des soins nutritionnels appropriés, une cible adaptée, on n'arrive pas à refaire de la masse protéique chez un patient qui évolue oncologiquement avec une masse tumorale qui augmente. Et typiquement, c'est une cachexie réfractaire et on avait beau mettre 120 voire 130% de la cible calorique voire protéique, on n'arrivait pas à refaire de la masse protéique. Donc, quand vous avez ça, c'est effectivement pas nécessaire d'aller au-delà de la cible calorique de 120 ou 130, en tout cas d'aller trop loin, parce que vous allez juste faire de la masse graisseuse, de la stéatose hépatique, vous allez faire le lit de l'infection du patient, parce que si vous faites de l'overfeeding et que vous nourrissez trop votre patient, il va s'infecter. Donc, elle est toujours bien critique et la composition corporelle nous permet, parce que vous voyez qu'il maintenait plus ou moins son poids,
mais par contre, le dessous de l'iceberg n'était pas du tout la même, le même profil. Donc, ça vous démontre bien que il faut absolument qu'on ait ces compositions corporelles pour comprendre ce qui se passe sous cette valeur absolue du poids. Et ça, c'est au scanner. Donc, pareil, vous avez donc deux patients différents avec un BMI identique. Vous voyez que la répartition de la composition, donc en jaune, c'est la matière, c'est le tissu graisseux, en rouge, c'est la masse musculaire. À surface musculaire identique, vous avez absolument pas du tout la même masse musculaire. Donc, ça va pas être le même patient, ça va être pas le même métabolisme, ça va pas être le même devenir, etc. Malgré un extérieur qui est exactement le même puisque c'est le BMI. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que en fonction, par exemple, si on prend un patient avec un BMI à 30, là vous avez les femmes et tout un nuage de points, les hommes, vous voyez que pour un même patient des patients qui ont un BMI identique, par exemple, si on prend à 25, vous avez toute cette répartition de masse musculaire AL3 différente. Donc, un même BMI va cacher une répartition totalement différente de la masse musculaire en L3 vue au scanner. Et si on regarde maintenant chez nos patients, par exemple, métastatiques avec cancer du sein, vous voyez que les patients qui sont non sarcopéniques ont une durée de survie meilleure que nos patients qui sont sarcopéniques. Et puis, maintenant, si vous regardez les patients qui sont sarcopéniques en fonction de leur surpoids ou pas, vous regardez chez les patients qui ont un cancer obèse et sarcopénique, vous voyez très bien que la survie est également pas la même chez nos patients obèses sarcopéniques ou obèses non sarcopéniques. Après, ça, ce sont des études qui ont regardé la toxicité en fait liée quand on met des patients sous chimiothérapie. Là, par exemple, c'est la capecitabine. Vous voyez que on leur donne une certaine dose calculée sur la surface corporelle. Donc, ils ont une surface corporelle identique, 1,7 m². Vous savez qu'on calcule la chimio sur la surface corporelle. Par contre, vous voyez que la surface musculaire au scanner n'est pas du tout la même, 35 versus 47 pour nos patients non sarcopéniques. Et du coup, vous comprenez que si on rapporte la dose de chimiothérapie, rapportée à la masse maigre sèche, effectivement, nos patients non sarcopéniques ont une moindre dose puisqu'ils ont plus de masse maigre sèche. Par contre, les patients sarcopéniques ont une dose nettement plus élevée, ce qui peut expliquer effectivement qu'à même surface corporelle, vous n'avez pas du tout la même dose rapportée à la masse maigre sèche de chimiothérapie. Et de ce fait-là, vous comprenez que ça, les DLT, c'est les interruptions de traitement dues à la toxicité des chimiothérapies. Vous voyez que le moins bon scénario, c'est celui-là, c'est-à-dire qu'on a plus d'arrêts de traitement, 5 patients sur 7, on a dû arrêter la chimio parce qu'ils avaient plus de toxicité. Vous voyez que ce carré-là, c'est ceux qui ont un indice de masse musculaire inférieur et un BMI inférieur. Le meilleur des scénarios, on a arrêté un traitement sur 16. Pardon, il n'arrive pas. Parce que je le fais dans le mauvais sens, voilà. Le meilleur des scénarios, c'est celui-ci, puisque vous avez non seulement un BMI élevé, un indice de masse musculaire élevé. Donc, en fait, nos patients qui sont sous chimiothérapie, si ils sont dénutris au sens BMI et au sens masse musculaire, il y aura plus de risque de toxicité de la chimiothérapie. Et du coup, dans cette étude, oui. Juste 2 secondes, il vous reste 5 minutes environ, à peu près, pour votre présentation. Parfait, je vais m'adapter. Et de ce fait-là, si on s'intéresse juste à l'IMC, on dépiste 7% de patients dénutris. Si on s'intéresse, il y a 67% de patients surpoids ou obèses, et donc on va définir 54% de patients qui sont sarcopéniques. Donc de 7% de patients à risque, pour la risque de toxicité de la chimiothérapie ou des critères de dénutrition, on passe à 54% de patients qui sont dénutris ou à risque de toxicité de chimiothérapie. Donc, vous voyez que ça intéresse juste
s'intéresser juste à l'IMC, qui, pour la petite histoire, ce sont des choses d'assurance, des critères d'assurance, et qui maintenant de plus en plus, commencent à être abandonnés, parce qu'on s'aperçoit que l'IMC, finalement, est peu corrélé à certaines pathologies. Alors, comme je suis déjà un petit peu en retard, je vais aussi vous démontrer que chez les patients qui ont BPCO, mais ça je vous ai expliqué déjà tout à l'heure, ils sont dénutris dus à une résistance anabolique sur une insuffisance respiratoire. Et puis maintenant, on fait des interventions, ce qui devient de plus en plus intéressant. Comme on s'intéresse à la masse musculaire, on fait des interventions multimodales, c'est-à-dire qu'on va bouger le patient et on va le nourrir. Donc il y a des physios qui viennent à domicile et puis on fait une réalimentation grâce à des suppléments nutritifs oraux et on voit que les résultats, ils augmentent la masse musculaire, ils augmentent l'endurance, ils diminuent leur dyspnée, etc. Et ça, c'est grave, qui vous montre effectivement que une intervention chez un BPCO permet de maintenir le périmètre de marche au lieu de s'écrouler si on ne fait pas ces interventions multimodales. Ça, c'est l'activité physique. Pourquoi elle est bonne pour la santé? Elle est bonne parce qu'elle a un retentissement au niveau multisystémique, au niveau du flux sanguin, au niveau hépatique, au niveau du tissu graisseux. Et puis, quand je vous parlais d'intervention individualisée, une des façons de faire maintenant, c'est d'utiliser en fait la synthèse des acides aminés pour activer la masse musculaire, notamment l'HMB qui est l'acide hydroxyméthylbutérate qui va agir au niveau de la synthèse des acides aminés qui est à ce niveau-là. Alors ça, j'aime beaucoup cette étude qui est dans le Lancet parce que en fait, par un juste supplément nutritif oral à la maison, donc les patients qui avaient une alimentation standard et l'intervention, c'est juste avoir un supplément nutritif qui nous permettait de couvrir nos patients, on s'aperçoit que en fait la proportion la proportion dans le groupe d'intervention versus l'intervention standard, le risque d'hospitalisation, le risque de complications est nettement moindre. Et un supplément nutritif oraux chez nous, c'est 5 francs. Donc, par une intervention nutritionnelle, on a des outcomes extrêmement importants. Ça, c'est ce que je vous expliquais avec le HMB. Si j'avais peu le temps de vous la montrer, c'est le HMB, il est là. Et en fait, ce qui va permettre, surtout, c'est qu'il va éviter la dégradation protéique via cet enzyme. Et puis, parce que quand on casse notre masse musculaire, il y a tout ça qui est en fonction. Il y a la synthèse protéique et il y a la dégradation. Et on peut avoir une intervention avec certains acides aminés qui nous permettent de diminuer ce catabolisme protéique qu'on appelle, nous, l'autophagie. Et ça, c'est l'étude Nourish où on a mis un supplément nutritif enrichi en HMB versus 48 kilocalories. Donc, le placebo, en fait, on nourrit très peu nos patients. Et quand on met une couverture énergétique chez des patients dénutris à la base, parce que comme tout, on met pas des choses de façon inutile, chez des patients qui étaient polymorbides avec insuffisance cardiaque, syndrome coronarien, etc., on a regardé à 9 jours de leur sortie et on voit qu'on a, vous voyez le chiffre, 50% de diminution de mortalité grâce juste à une intervention nutritionnelle avec un acide aminé spécifique. Mais ça ne nous dit pas si c'est c'est une intervention avec couverture énergétique, protéique plus l'HMB. Ça, ce sont les mêmes courbes. Vous aurez la présentation, donc comme ça, vous pourrez regarder chez vous. Chez les patients âgés de plus de 65 ans qui sont alités, ça marche aussi. Je vous passe rapidement les graphiques. Mais il y a une resynthèse de la masse musculaire à ce niveau-là. Donc ça, on a regardé au niveau du muscle extenseur du quadriceps. Avec un acide aminé spécifique. L'autre manière de regarder la masse musculaire en soins intensifs, c'est de faire une échographie. Et puis, on regarde les 4 chefs du quadriceps que vous voyez représentés là. Et parce que ce qui est important, c'est qu'un patient qui passe 10 jours aux soins intensifs, regardez là, il perd en gros 400 grammes de masse musculaire par jour. C'est un patient qui est sévèrement atteint, il a un stress inflammatoire
excessif, enfin très important, et il va aller puiser les protéines liées à l'inflammation au niveau musculaire et il casse sa masse musculaire. Et après, à rattraper, c'est extrêmement difficile. Ça, c'est toujours sur la chaîne des aux soins intensifs. Et ce que je voudrais juste vous montrer, c'est que quand vous faites une intervention chez un patient aux soins intensifs de courte durée, vous voyez que ce qui ressort, c'est l'angle de phase qu'on arrive à préserver chez nos patients de soins intensifs et ils ne perdent pas de masse de SMA, c'est la surface musculaire. Donc, surface musculaire, angle de phase, dépenses énergétiques de repos sont préservées chez des patients chez qui on a réussi à faire le groupe intervention, on a mis HMB plus une couverture énergétique. La cible calorique était 20 kilocalories. Donc, vous imaginez que ce patient, effectivement, quand il va ressortir des soins intensifs, il aura toute sa masse musculaire, sa force musculaire pour avoir une réhabilitation dans les meilleures conditions. J'ai encore un tout petit peu ou ça, voilà. Non, mais en fait, j'arrive à la fin, donc c'est parfait. Et en fait, la définition, l'algorithme de la définition de la dénutrition, là, vous voyez qu'il y a la force musculaire, la masse musculaire là, et la qualité musculaire avec des mesures de l'activité physique pour définir un patient en sarcopénie. Et ça, c'est pour vous rendre alerte sur le fait que prévenir coûte 40 fois moins cher que réparer. Et on fait de la prévention quand on nourrit nos patients malades parce qu'on évite qu'ils perdent plus de masse maigre sèche. Et du coup, on évite cette courbe rouge-là où ils deviennent incapables de marcher, ils restent en fauteuil roulant, ils s'alitent, ils s'infectent et puis ça augmente la mortalité. Donc, je peux finir sur cette diapo et on pourra en parler peut-être pour les questions-réponses, mais il faut vraiment arriver à ce cercle vertueux dans la prise en charge de nos patients en nutrition et donc être précoce surtout, et puis être multimodal avec l'activité physique, voire ciblé avec des acides aminés essentiels. Et surtout, il faut mesurer ce qu'on fait et donc mesurer la masse et mesurer la fonction. Et donc, il nous faut une composition corporelle pour être plus performant. Et surtout, c'est comme si on faisait des mesures, enfin, on suivait un patient diabétique avec de l'insuline sans mesurer ses glycémies. Je pense que notre bioimpédancemétrie, c'est un petit peu notre glycémie du diabétique. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, doctoresse. Il y a juste une question dans le chat, je pense, auquel vous pouvez répondre rapidement, qui est en fait de juste rappeler ce que veut dire HMB. Hydroxyméthylbutyrate, c'est un acide aminé qui a une intervention, comme j'ai montré, dans le cycle de la synthèse, dans le cycle de la synthèse des acides aminés et qui va aller activer le fait qu'on va moins cataboliser nos protéines. Donc, est-ce que je peux, hop là. Il faut juste aller regarder celui-là. Voilà. Hop. Et en fait, ça a une action dans la régulation physiologique du catabolisme protéique et de la synthèse protéique. Ça agit à ce niveau-là. Ça va stimuler ce qu'on appelle, nous, les mTOR. Et du coup, ça va permettre une synthèse protéique. Et puis, ça va aussi diminuer le catabolisme protéique grâce à un acide aminé. C'est pour ça qu'on utilise aussi les acides aminés ramifiés comme la leucine, qui ont aussi une action spécifique dans la régulation de la physiologie de la masse musculaire. Parfait, merci beaucoup. Je vais juste vous demander de départager votre écran pour que je puisse montrer la présentation de Koussaï Fakhrouddine. Alors. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Koussaï Fakhrouddine, je suis diététicien nutritionniste à l'hôpital Saint-Louis à Paris et je travaille dans les services d'hépato-gastro-entérologie et d'immunohématologie. Donc, je remercie Aminogramme qui me donne l'opportunité aujourd'hui de vous faire une présentation sur l'utilisation de la bioimpédancemétrie dans la prise en charge de la dénutrition. Donc, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement depuis quelques mois maintenant à l'hôpital Saint-Louis, notamment dans le service d'hépato-gastro-entérologie, où j'ai l'opportunité d'utiliser donc le bioimpédancemètre d'Aminogramme. Donc, nous allons commencer cette présentation par un rappel. Donc, la dénutrition. Qu'est-ce que la dénutrition? Donc voici une définition. C'est en pratique un état dynamique
de déficit en énergie, en protéines ou n'importe quel macro ou micronutriment produisant un changement dans la fonction ou la composition corporelle, associé à une aggravation toujours du pronostic des maladies. Donc on parle de dénutrition protéino-énergétique et c'est reconnu aujourd'hui comme étant une maladie à part entière. Donc maintenant qu'on a fait un point sur qu'est-ce que la dénutrition, on va discuter un peu donc de l'intérêt d'utilisation de la bioimpédancemétrie dans la prise en charge, ou en tout cas le diagnostic de la dénutrition. Donc, dans quel cas utiliser la bioimpédancemétrie dans la prise en charge de la dénutrition? Eh bien, il suffit de suivre les recommandations de la SFNCM qui elles-mêmes sont basées sur les recommandations de la HAS concernant le diagnostic, la prise en charge et la surveillance de la dénutrition, et donc publiées par la HAS en 2019 concernant l'enfant et le patient adulte, et publié en 2021 qui est un rappel en fait pour la personne âgée, de recommandations qui étaient donc préexistantes et qu'on a adaptées selon le nouveau format des recommandations. Donc le diagnostic de la dénutrition se fait maintenant en 2 étapes. Dans un premier temps, le diagnostic en lui-même, et dans un second temps, l'établissement du degré de sévérité de cette dénutrition, donc modéré ou sévère. Donc c'est au niveau de la première étape qu'on va se concentrer. On a donc à définir pour effectuer ce diagnostic un critère phénotypique ainsi qu'un critère étiologique. Donc quand on regarde les critères phénotypiques notamment, on va se rendre compte qu'il y a 3 éléments principaux pour effectuer ce diagnostic au niveau du critère phénotypique. Donc, nous avons la perte de poids, l'IMC, ainsi que la réduction de la masse ou de la fonction musculaire. Donc, pour ce qui est de la réduction de la masse ou de la fonction musculaire, on retrouve notamment la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, donc une réduction de la fonction corporelle. Donc, en ce qui concerne la perte de poids, elle n'est pas fiable s'il y a une présence d'acide ou d'œdème non quantifiable. On va retrouver notamment dans la pratique des poids aberrants, des patients qui se dénutrissent à vue d'œil, qui deviennent sarcopéniques au niveau des membres, mais qui ont des poids qui augmentent à cause de l'acide qui augmente, à cause d'œdèmes des membres inférieurs qui sont très importants. Et donc c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Et donc il faut faire attention à l'interprétation de la perte ou de la prise de poids. Pareil pour l'IMC, c'est une donnée, une valeur qui va être fiable uniquement si on a la présence d'un poids sec. Donc il nous reste la réduction de la masse ou de la fonction musculaire. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons pouvoir utiliser le bioimpédancemètre, alors notamment en se référant aux recommandations de la SFNCM, donc les critères de réduction de la masse et ou de la fonction musculaire. Donc on voit que nous retrouvons l'indice de masse musculaire en kg par mètre carré, que l'on peut mesurer par bioimpédancemétrie. Et un minogramme nous permet notamment d'avoir cette donnée directement lorsqu'on prend la mesure auprès du patient. Et c'est la même chose pour l'indice de masse non grasse, donc en kg par mètre carré, qui est la deuxième valeur qui nous permet de diagnostiquer la dénutrition via les résultats de la bioimpédancemétrie. Donc notamment pour effectuer cette évaluation de la composition corporelle par bioimpédancemétrie, nous avons des recommandations de la SFNCM qui se basent elles aussi sur les recommandations de la HAS. Donc ça reprend les recommandations de diagnostic de la dénutrition, mais également des recommandations pour le positionnement du patient, la prise de la mesure et l'interprétation de celle-ci, de comment utiliser le matériel. Donc je vous conseille de regarder et de lire ces fiches qui sont très bien faites et très pratiques pour l'utilisation en pratique du bioimpédancemètre pour la dénutrition. Donc maintenant que je vous ai parlé de la dénutrition et de l'intérêt de l'utilisation de la bioimpédancemétrie dans le cadre de la dénutrition, je pense que le plus simple c'est d'aborder un cas pratique. Donc c'est un cas pratique assez récent qui a eu lieu dans les 2 derniers mois dans le service d'hépatogastro-entérologie, notamment en hôpital de jour, où donc une patiente a été suivie. Donc Madame V, elle a 77 ans, elle est suivie pour un cancer gastrique multimétastatique et elle a commencé donc un traitement par chimiothérapie en hôpital de jour. Donc c'est un traitement qu'elle a normalement une fois tous les 15 jours, toutes les 2 semaines, mais comme on verra plus tard, son état clinique ainsi que les diverses complications qu'elle aura eues vont faire qu'elle a eu malheureusement seulement un traitement par mois pour le moment. Donc elle a déjà une problématique et on va voir que c'est lié à l'état de dénutrition notamment. Donc elle est en SSR en ce qui concerne l'hébergement et la suite des soins.
Elle mesure 1,55 m pour 37,8 kg. Par contre, nous avons donc une acide qui est très importante, localisée uniquement dans la partie abdominale, donc pas d'œdème, avec une évaluation difficile par le médecin de la quantité et du volume d'acide. Elle est sous nutrition parentérale depuis sa sortie d'hospitalisation, avec donc en lien avec une perte d'appétit, une diminution des consommations orales, qu'elle continue malgré tout, mais qui sont difficilement calculables parce que Madame V, elle mange en fonction de sa faim et en fonction de ce qu'elle a envie de manger. Donc elle a une nutrition parentérale qui a été débutée et poursuivie avec 750 ml de produits, donc ça correspond à 885 kcal et 37,5 g d'acides aminés. Donc c'est l'équivalent en protéines pour quand on parle de nutrition parentérale. Bien sûr, elle bénéficie d'une hydratation par IV qui contient également des vitamines ainsi que les éléments traces, donc les oligo-éléments. Donc pour cette patient-là, on voudrait savoir est-ce qu'elle est dénutrie. Alors on ne peut pas utiliser la perte de poids parce qu'elle a une acide très importante avec un volume qui a priori est variable, en tout cas on ne sait pas, avec une estimation du volume et donc du poids de l'acide qui est difficile. Donc on ne peut pas estimer un poids sec. L'IMC, c'est pareil, on ne peut pas l'estimer tant qu'on n'a pas de poids sec. Donc il nous reste la réduction quantifiée de la masse ou de la fonction musculaire pour compter là-dessus. En ce qui concerne les critères étiologiques, donc nous avons déjà une réduction de la prise alimentaire qui a mené à la mise en place d'une nutrition parentérale, et en plus de ça, nous avons donc une situation d'agression en lien déjà avec son cancer gastrique. Donc pour les critères étiologiques, nous en avons au moins deux. Donc la mesure par bioimpédance-mètre. Nous avons donc pris une mesure pour cette patiente lorsqu'elle est venue en hôpital de jour pour sa première chimiothérapie. Et donc voilà, nous avons donc via l'interface du logiciel Biody Manager plusieurs résultats, avec notamment l'index SMI et l'index de masse non grasse. Donc comme on a vu, ce sont les deux mesures qui nous permettent donc d'interpréter ou non une dénutrition avec la réduction de la masse ou de la fonction musculaire. Donc ça permet le diagnostic de la dénutrition avec les deux valeurs pour cette patiente-là. Donc un index de masse non grasse inférieur à 15 kg par mètre carré, donc 13,26 dans ce cas-là, et un index de masse musculaire squelettique, donc le SMI, qui est inférieur à 5,7, donc 4,76 kg par mètre carré pour Madame V. Donc Madame V revient un mois plus tard pour sa deuxième cure de chimiothérapie. Donc elle n'a pas pu faire la deuxième cure à 2 semaines en lien avec un bilan biologique qui était non optimal. Elle revient donc 2 semaines après pour faire la deuxième cure. Donc à ce moment-là, elle a toujours la nutrition parentérale en cours avec 750 ml par jour. Elle a des ingestats qui sont relativement stables, donc elle mange de la même manière qu'avant. Toujours difficile à estimer parce que assez disparate, mais ce qu'elle décrit, c'est qu'elle mange à peu près pareil selon ses envies. Une acide toujours importante avec une difficulté d'évaluation, donc visuellement quelque chose qui est assez similaire, mais sans avoir de détails très précis sur la variation de cet acide. Elle mesure ce jour-là 35 kg, donc elle aura perdu du poids. Mais comment interpréter la perte brute de 2 kg depuis la dernière évaluation? Et donc on a repris une mesure par bioimpédancemétrie pour Madame V. Et donc cela nous permet d'avoir un grand nombre de valeurs qui vont pouvoir nous être utiles. Donc on repère notamment en rouge des valeurs qui ont chuté et qui vont pouvoir nous intéresser. Donc au-delà du poids qui est difficile à interpréter, on a la masse grasse à hydratation constante, donc moins 2,39% entre la première et la deuxième mesure pour la masse grasse. Donc à hydratation constante, cela nous permet d'interpréter ces résultats, même si on se dit qu'elle a éventuellement une différence dans son état hydrique, entre les perfusions, entre l'eau intra-extracellulaire. Mais justement, la mesure nous permet également de dire que, en ce qui concerne l'eau totale ainsi que la répartition eau extracellulaire, eau intracellulaire, donc ECW, ICW, très peu de changements en fait. Donc a priori une répartition d'eau qui est stable. Donc une masse grasse à hydratation constante qui a baissé, une masse musculaire squelettique qui a également baissé, avec donc le FMI, donc Fat Mass Index,
Skeletal Muscular Index pour le SMI et l'index de masse non grasse qui ont tous les trois chuté également. Donc on a donc une vraie dégradation de l'état nutritionnel qui se traduit également par euh, donc une diminution de nombreux paramètres via la mesure par bioimpédancemétrie. On a donc on a pris la décision avec le médecin d'augmenter les apports en nutrition parentérale de Madame V à 1250 millilitres de produit, donc c'est la poche équivalent à 1 litre pour ce produit-là, et donc ce qui correspond à 1475 kilocalories, 62,5 grammes d'acides aminés et 50 grammes de lipides. Sachant que Madame V, on se dit qu'elle continue à manger à côté. Donc on aurait au moins 1500 ou 1600 calories. Donc lors de la réévaluation 2 semaines plus tard, via une consultation téléphonique, donc Madame V n'est pas revenue faire sa chimiothérapie pour les mêmes raisons. Elle avait un bilan biologique qui était trop perturbé à ce moment-là. Mais via la consultation téléphonique, pour garder un contact avec cette patiente qui est très fragile, on a un poids qui s'est stabilisé, donc à 35,3 kg. Donc on peut se dire que la mesure par bioimpédancemétrie nous a aidé à repérer un état de dénutrition ainsi qu'à interpréter une variation de poids chez une patiente chez qui c'était difficile. Alors, donc, une mesure par bioimpédancemétrie sera effectuée à nouveau lors de son prochain passage en hôpital de jour pour une réévaluation détaillée de sa composition corporelle. Donc, je vous remercie pour votre attention. Euh, Donc, on va pouvoir garder quelques minutes pour les questions. Déjà, j'ai vu une première question plutôt pour la doctoresse Jacqueline Ravel, qui est une question d'Eladi Benamar qui demande en fait quels seraient les cut-offs selon vous pour l'angle de phase, je pense pour la détection de la sarcopénie ou de la dénutrition, sachant que en général, effectivement, c'est l'évolution qui est la plus importante. Mhm. Les cut-off, alors ce qu'on discutait, et là, on a un collègue là, qui a aminogramme, c'est Monsieur le tourneur ou Cédric qui pourrait répondre sur les cut-off qu'on est en train de regarder. Mais en tout cas, moi, quand parfois je fais des bioimpédancemétries chez des jeunes, 30 ans, maladie inflammatoire du tube digestif, en gros, on peut avoir des angles de phase de 6, 7. Quand je fais une bioimpédancemétrie chez un patient oncologique, 60 ans, j'ai plutôt des angles de phase de 3, 3,5. Et quand on avait discuté un petit peu, c'est qu'on le cut-off autour de 4 serait quelque chose d'assez validé. Mais ça, je laisse la parole à vous au physiologiste. Mais en tout cas, les études en oncologie, c'est plutôt autour de 3, 5 ou 4, où là, vraiment, on se dit que le patient, effectivement, est extrêmement mal et a une durée de survie altérée. Par contre, dans le cas clinique, j'ai pas vu l'angle de phase de cette patiente à 35 kilos. Je sais pas si quelqu'un l'a relevé ou pas. Alors, non, il n'a pas été donné. Il n'a pas été donné. Je Il n'a pas pense été qu'il donné. faudra lui demander D'accord. quel était Donc l'angle de voilà, pour phase. répondre à votre question, en tout cas, les angles de phase, Mm. c'est autour de moins de 4, on s'inquiète vraiment. Et puis effectivement, la cinétique est importante. Non, bah, pour compléter, pour moi, ce que j'ai vu dans la littérature sur d'autres pathologies, on retrouve aussi un angle de phase en dessous de 4 qui commence à être problématique. Il y a de grandes chances qu'entre 4 et 4,5, ça soit le moment où il y a une modification. Mhm. Et puis, Alors, j'ai passé une autre question, mais c'est vrai que je discute très bien avec le diététicien de ce cas parce que c'est un exemple parfait de. Ils ont augmenté la cible calorique à 1400 pour une patiente de 35 kilos. Ça fait du 40 kilocalories par kilo, ce qui est énorme. Donc, dans un patient qui a un cancer gastrique, donc on peut se demander s'il y a une mauvaise évolution du cancer en tout cas. mais bah, du coup, oui, vous pourrez le contacter directement. Je crois que vous avez son adresse mail, donc vous n'hésitez pas à le contacter directement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question rapide, parce que du coup, il est 13h30 et je crois que vous devez nous quitter. Donc, Tout à voilà, fait.
S'il y a des questions, Si, j'ai fait un mail, donc je serai à disposition. voilà, si des questions, s'il n'y a pas de questions là, on va conclure. Si vous avez des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas, vous pouvez soit nous les envoyer directement à l'adresse que je vais mettre dans le chat, puis je les retransmettrai ensuite. Mais dans tous les cas, vous pourrez trouver le replay de ce webinaire sur YouTube, où il sera disponible sur le site aminogramme.com. Donc, sur ça, il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi. Encore une fois, merci, doctoresse Jacqueline Ravel, pour Avec cette plaisir. présentation très intéressante. Et je vous souhaite à tous une bonne après-midi et une bonne journée.